Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous vous portez bien, en tout cas je suis très contente de vous retrouver. Alors depuis le début de l'année où j'avais remercié les pays, j'ai 3 nouveaux pays qui se sont rajoutés dans la liste avec la Thaïlande, les Émirats Arabes Unis et la Martinique. Et là, j'ai tout de suite en fait la ville qui s'affiche. Alors peut-être que j'ai qu'un seul auditeur dans ces 3 pays-là, mais peu importe. Je vous remercie alors si vous êtes tout seul à Phuket ou à Dubaï ou à Fort-de-France. Je vous remercie. Bienvenue sur ma chaîne. Merci de m'écouter et j'espère qu'on va continuer à suivre comme ça pendant un long moment ensemble pour partager un petit peu autour des soins énergétiques. Voilà, voir de nouveaux pays qui se rajoutent dans ma liste, ça me met en joie. Donc voilà, je suis heureuse, je suis joyeuse pour cet épisode. Donc on va commencer un petit peu tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous emmener dans les coulisses du Reiki Usui. Et aujourd'hui, on va un petit peu voir ce qu'on fait pour le niveau 2, ce qu'on appelle le niveau 2 de Reiki Usui. Donc on va voir un petit peu tout ça en détail. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur ma chaîne, je suis Stéphanie, donc je suis énergéticienne, médium, passeuse d'âme et également je me définis en tant que étincelle de chaman. Pourquoi étincelle? Parce que une étincelle ça peut être tout petit et en même temps ça peut très vite prendre feu. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu mon énergie. J'ai une énergie à la fois très douce quand je vous accompagne, mais en même temps, elle va vraiment venir travailler chez vous, vous bousculer et faire changer les choses. Donc c'est vrai que les personnes qui suivent mes accompagnements, c'est surtout des personnes qui sont prêtes à ce changement. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements sur tout ce que je propose, notamment j'accompagne surtout les femmes, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site, donc www.zenome.fr. Vous retrouvez aussi les infos dans la description. Et si vous voulez rester informé un petit peu pour savoir les dates des prochaines formations, etc., n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. C'est là où je partage ces informations-là et où vous pouvez retrouver les liens du calendrier pour pouvoir vous inscrire. Et vous me retrouvez un petit peu partout sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome. Si vous cherchez à Stéphanie Jasny, il y a aussi une grande designeuse allemande qui a sa fiche Google My Business qui existe. Donc c'est vrai que je suis un petit peu effacée par rapport à elle. Donc cherchez-moi sous Stéphanie Zenome, vous aurez plus de chances de me trouver que sous le nom de Stéphanie Jasny, mais les deux personnes, c'est bien moi. Dans l'épisode 6, je vous avais partagé un petit peu le week-end type de comment se passait une initiation au Reiki, donc niveau 1, niveau Shoden. Et donc là, ça fait un petit peu la suite de cet épisode, puisque là, nous allons voir ce que l'on apprend particulier dans le niveau Okuden, donc le niveau 2. Donc déjà, on remarque que ça rejoint un petit peu ce que je vous disais avant. Donc là, on est vraiment dans Shoden, Okuden, dans des termes japonais. Et on va revoir encore de nouvelles techniques de soins typiques, des nouvelles pratiques japonaises. Et donc ça rejoint tout ce que je vous ai dit dans l'épisode d'avant sur les dangers de l'énergétique, c'est qu'il n'y a aucune corrélation avec la religion, avec une quelconque prière, une quelconque demande à une quelconque divinité. Ça, c'est ce que vous faites en plus, vous, personnellement. Si vous avez décidé de travailler en plus avec les anges et les archanges, c'est ok. Si vous voulez travailler avec les énergies de l'Égypte comme Isis, Anubis, c'est ok aussi. En fait, après, vous pratiquez ce que vous voulez. À savoir que le Reiki, je trouve que c'est quand même c'est une excellente porte d'entrée pour l'énergétique, étant donné que vous allez avoir vraiment toutes les bases des bases. Donc c'est vrai que parfois ça peut paraître un petit peu rébarbatif pour ceux qui démarrent dans l'énergétique, parce qu'ils se disent « Ah là là, faut faire tout ça tout le temps, moi j'ai pas envie de pratiquer des protocoles, etc. » Mais en fait c'est important de mettre toutes ces bases en place justement et pour vous protéger et garder votre énergie. Vous voyez, c'est pas dans le sens protection où vous allez être attaqué par des entités extérieures, mais c'est dans le sens protection de pas vous vider complètement et de tout donner à l'autre ou d'absorber aussi les maux des autres.
parce que c'est ce qui est arrivé quand je m'étais initiée. La personne avait absorbé ce que j'allais en plus déclencher, puisque c'était même pas encore un mal que j'avais, c'était l'arthrose, et en fait elle a vécu ma douleur que j'allais avoir dans le futur. Donc en gros, elle avait un petit peu senti ça et absorbé. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir toutes ces bases-là, de les mettre en place et de les pratiquer. C'est pour éviter ce genre de choses. Donc c'est pour éviter de laisser rentrer n'importe quoi et de faire un petit peu n'importe quoi. Donc j'entends les personnes qui disent mais moi je veux pas de protocole, je veux pas tout ça, mais vous allez voir que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez être obligé à un moment donné de vous mettre des bases, d'avoir une certaine hygiène de vie, une certaine régularité dans votre pratique, sinon ça va donner un petit peu n'importe quoi et vous allez vite vous retrouver perdu. Mais ça on le retrouve en général dans tout, que ce soit pour les passeurs d'âme, que ce soit dans le chamanisme, à chaque fois vous verrez il y a toujours les bases et on ne fait que répéter ces bases et réapprendre ces bases et approfondir ces bases pour ensuite développer. C'est le même principe que si vous voulez vous développer spirituellement, d'être bien ancré dans le sol, d'avoir cette base solide, cette construction, sinon tout s'écroule en fait. Donc dans cette initiation au niveau 2, ça se fait aussi sur un week-end entier, donc encore un week-end bien chargé, où vous allez apprendre donc de nouvelles techniques japonaises, donc techniques par exemple Reiki Mawashi, que j'aime beaucoup parce que c'est le partage en fait de l'énergie en groupe. Donc ça vous pouvez le pratiquer uniquement quand nous sommes plusieurs personnes. C'est vrai que seul avec soi-même vous pouvez pas partager grand chose. Donc on va approfondir un petit peu toutes ces nouvelles techniques là et voir ce que vous faisiez en fait. Déjà vous allez voir qu'en avançant en fait intuitivement vous pratiquiez déjà certaines choses. Et dans ce niveau 2, en fait, vous allez simplement mettre des mots sur ce que vous avez senti intuitivement, comment placer les mains, comment travailler, etc. Les points précis avec le regard, des points techniques, etc. Et tout. En fait, vous allez un petit peu mettre de la conscience dessus. Donc, c'est pour ça que les bases sont importantes et les protocoles aussi, parce que on peut faire les choses intuitivement, mais sans vraiment y mettre de sens. Et je trouve que c'est quand même plus intéressant de mettre du sens et de savoir ce que l'on fait et pourquoi on le fait et comment on le fait. Enfin voilà, ça c'est ma façon de voir. Après, vous pouvez être que dans l'intuitif, vous pouvez suivre aucune formation, mais du coup, voilà, vous ne pouvez pas vraiment dire je pratique du Reiki ou je fais ça. Enfin, vous pouvez pas mettre de nom. Dans ces cas-là, c'est votre propre méthode que vous développez. Mais vous pouvez pas utiliser une autre méthode en disant je fais du Reiki Usui. Si vous n'avez pas appris les bases des bases, c'est pas possible. Même chose dans les dangers du Reiki. Je vous avais pas forcément parlé aussi. Il y a des gens qui veulent vendre en fait plus de formations, encore plus de formations, encore plus de formations. Donc techniquement, on peut apprendre avec 3 niveaux ou 4 niveaux. Donc ça dépend des écoles et vous retrouvez en fait cette configuration dans la Fédération française. Ceux qui vous disent non mais pour les animaux va falloir apprendre un nouveau Reiki, pour travailler avec les enfants il faut apprendre encore un nouveau Reiki, pour travailler avec les bébés il faut apprendre encore un nouveau Reiki, pour travailler... Non, en fait il n'y a pas tout ça. Une fois que vous êtes initié vous pouvez travailler pour tout le monde. Tout le monde sont des êtres vivants, il n'y a pas besoin de formation en plus pour apprendre spécifiquement pour chaque personne. Après, c'est vous, votre sensibilité, avec qui vous avez envie de travailler. Si vous avez envie de travailler avec les animaux, bien sûr que vous allez développer vos capacités pour les animaux. Même chose, si vous avez envie de travailler qu'avec les femmes, bien sûr que vous allez développer toutes vos capacités et mettre toute votre énergie vers l'apprentissage de comment accompagner les femmes. Ça reste de la logique, mais le Reiki en fait est fait pour tout. Il n'y a pas ces barrières, ces restrictions. En plus, on est en énergétique, donc on peut pas mettre une barrière en disant si je fais tel protocole, ça correspond que aux humains. Vous voyez, c'est encore une idée élitiste de les humains sont différents des autres êtres vivants. C'est comme ça que je le vois quand les gens me disent ça, comme si on était séparés des uns des autres et qu'on devait encore se classer. Donc c'est vrai que c'est dans notre monde. Si vous écoutez mes autres épisodes sur ma nouvelle chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, on est dans cette dualité, dans cette séparation, dans cette catégorisation du monde. Mais en énergétique, il n'y a pas tout ça. Donc voilà, faites attention un petit peu à où vous allez aller
et pourquoi vous faites les choses, et essayer toujours de remettre en question même ce que vous avez appris. Parce que là, dans le niveau 2, on va travailler avec les Kotodama, donc ce sont les sons guérisseurs, à savoir que Mikao Usui travaillait avec uniquement ces sons à la base. Il n'y avait pas les symboles. Donc c'est vrai qu'on a tendance, nous, à vouloir absolument se rattacher aux symboles et à mettre plus d'importance au symbole, au tracé du symbole et à l'écrit, qu'au son en fait qu'il génère et avec lequel il est porteur et l'énergie qu'il est porteur. Donc à savoir qu'en fait il faut revenir plutôt à l'envers. Il faut plutôt s'attacher au son, au sens de cette énergie, de cette intention, plutôt que de son symbole, parce que Mikao Usui l'a inventé bien après pour que les gens puissent avoir un repère, puissent avoir quelque chose sur laquelle s'appuyer. Mais à la base, ce symbole n'existait pas, et il utilisait quand même ses pratiques énergétiques. Donc voilà, après, quand on voit qu'il y a maintenant plus de 300 symboles dans le Reiki avec les différents courants, on peut s'interroger sur la pertinence. Donc je ne dis pas que c'est pas pertinent, hein, je ne dis pas que ça fonctionne pas. En fait, c'est que je m'interroge. Je m'interroge sur est-ce que c'est pertinent de dénaturer la base du Reiki Usui en apportant toutes ces modifications, en voulant faire mieux, hein, puisque en apportant plus de connaissances, plus de modifications, c'est toujours dans le but d'améliorer les choses. Est-ce que c'est pertinent en fait d'apporter toutes ces modifications et d'avoir plus de 300 symboles? Parce que bon, en plus, il faut les retenir, avoir leur énergie, pouvoir se connecter, à travailler. Vous allez voir, hein, quand vous allez commencer à travailler les Kotodama et les symboles, quand vous allez voir le temps que ça va prendre, en travailler 300, c'est plus de toute une vie. Donc à réfléchir sur la pertinence d'avoir transformé les choses plutôt que de la racine originelle. Est-ce que c'est intéressant de modifier les choses, de les faire évoluer? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Ou est-ce qu'il y a plus d'énergie en étant sur la base originelle, entre guillemets pure, on va dire? Donc vous voyez, c'est vraiment un questionnement, hein. Je ne suis pas dans un jugement pour dire que les autres se font moins bien, etc. C'est encore une interrogation que j'ai. Est-ce que c'est pertinent de dénaturer autant la forme originelle qui fonctionne en fait très bien d'elle-même? Donc voilà, je me questionne. Moi aussi, hein, j'avais envie d'apprendre tous ces symboles. Je me disais ça allait enrichir ma pratique, j'allais apprendre beaucoup plus de choses. Et puis finalement, je m'aperçois que cette idée est un peu partie de moi. J'avais voulu m'inscrire à une formation, la personne ne m'a jamais répondu, donc voilà, ça m'a un peu frustrée au début. Et finalement, je me dis c'est peut-être pas un mal pour un bien, parce que finalement j'ai cheminé et je me dis est-ce que ça aurait été pertinent? Est-ce que j'aurais été plus légitime avec mes 300 symboles que là avec les 4 que j'ai avec ma lignée, vous voyez, par exemple. Donc voilà, je me suis interrogée et je me dis finalement, en fait, quand je me connecte à ces symboles-là, quand je travaille l'énergétique, en plus, voilà, j'ai élargi mon panel avec aussi les énergies divines, égyptiennes, etc. Donc je me dis finalement, est-ce que j'ai besoin de plus pour me sentir légitime, me sentir complète, je sais pas, avoir l'impression que ça fonctionne mieux? Finalement, je ne crois pas. J'ai plutôt tendance à revenir sur du plus simple et plus originel, tout en faisant attention de bien garder mes bases, ma pratique et d'être régulière en fait. Parce que ça va être surtout ça quand vous allez vous former, quand vous allez suivre mes accompagnements, c'est votre engagement, c'est votre régularité qui fait que vous allez voir des résultats. Évidemment que si vous ne pratiquez pas, si vous faites un soin énergétique tous les 10 mois, forcément il n'y aura pas d'évolution, hein. Il faut être clair, net et précis. C'est vraiment la personne qui s'engage dans ce processus, qui s'engage à changer, qui est prêt au changement et qui va lancer cette impulsion, et les choses vont se faire et vont venir, hein. C'est pas l'énergéticien qui a des pouvoirs magiques et qui va vous transformer. Lui, il est juste là, déjà pour vous transmettre en fait ce qu'il sait déjà, ce qu'il a lui-même appris, mais en même temps, il est là aussi pour vous donner cette impulsion, pour provoquer en fait les changements chez vous et pour relancer votre propre système de guérison interne. Mais en fait, tout ça, vous l'avez à l'intérieur de vous.
Donc effectivement, après, on peut se dire, alors du coup, intuitivement, je peux moi-même déclencher tous ces processus et ne pas avoir besoin de cette initiation, comme l'avait fait Mikao Usui. Donc oui, vous pouvez, peut-être que c'est possible. Je n'ai pas testé cette façon de faire, mais du coup, restez vigilant à créer vos protocoles aussi pour justement avoir toutes ces bases de protection pour ne pas perdre vos énergies. Vous voyez, j'en reviens en fait au même principe. Je pense que c'est possible de faire les choses intuitivement, mais dans ces cas-là, faut pas se bousiller en fait, s'apercevoir que quand vous faites un soin, en fait, vous repartez avec un mal de dos, un mal de tête, vous êtes coincé, vous pouvez plus tourner la tête, vous avez la cheville en vrac, vous fracturez quelque chose. Tout ça, ça doit être des signes qui vous alertent qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait fait de façon juste. Normalement, vous ne devriez pas être en perdition d'énergie jusqu'à vous blesser. Donc voilà, c'est en ça qu'il faut aussi être prudent dans l'énergétique. J'ai mes petits piou-piou là qui étaient en train de courir, donc ma chienne et mon chat qui étaient en train de jouer. Donc c'est ça que vous entendiez derrière qui faisait tout, mais de temps en temps on entendait le chat, c'était les pattes du chien qui courent après le chat. Enfin bref, voilà, c'est frères et sœurs. Donc pour en revenir à ce qu'on apprend dans ce niveau 2, donc vraiment l'axe est porté sur ces symboles et ces kotodama. Donc je préfère dire les kotodama parce que c'est vrai que en ayant appris, je me suis beaucoup attachée au début aux symboles et finalement en évoluant avec le temps, je m'aperçois que je m'attache plus en fait au son guérisseur, plutôt au côté kotodama et énergétique, à la vibration que ça procure, plus que si vous voulez le symbole à tracer. Parce qu'on s'est aperçu avec plusieurs énergéticiens que quand il y avait des différences de transcription de l'écrit du symbole, forcément c'est des symboles japonais, donc nous on n'a pas forcément l'habitude d'écrire en japonais, et bien s'il y avait une erreur dans le symbole, l'effet était le même. Donc on en est venu à se poser la question de la pertinence du symbole en lui-même, étant donné qu'énergétiquement ça fonctionne. Donc on s'est dit finalement c'est peut-être plus le fait d'utiliser ce son guérisseur et son intention, parce que quand on le trace intérieurement, même si vous ne nous entendez pas verbaliser, intérieurement on dit plusieurs fois son nom, on le répète, vous voyez, pour un petit peu l'inscrire. Le symbole, c'est comme si il venait poser les choses dans la matière, mais finalement sans le symbole ça fonctionne aussi. Donc voilà, on s'est posé la question de la pertinence du symbole. Donc moi j'ai tendance maintenant à plutôt me détacher de ce symbole, même si je le trace encore, mais disons que si les angles sont pas à 90 degrés, si la boucle n'est pas parfaite, en fait ça marche. Et même quand il y a des différences dans les symboles, par rapport à ce que vous trouvez sur internet et par rapport à ce que votre praticien, votre maître enseignant va vous transmettre, même s'il y a des différences, sachez-le, ça va fonctionner. Donc en fait, n'ayez pas peur en vous disant mince, j'ai pas forcément le bon symbole, j'ai regardé sur internet, c'est pas comme ça qu'il s'écrit. En fait, au final, l'intention fonctionne. Et en même temps, je me dis, si votre maître vous a transmis quelque chose, ce symbole-là a quand même une signification pour s'aligner, vous voyez. On est quand même reliés un petit peu les uns aux autres, donc il n'est pas à jeter, même s'il n'est pas forcément écrit comme parfaitement comme vous l'auriez voulu qu'il soit écrit. Voilà, je sais pas si je suis très claire dans ce que j'essaie d'expliquer, mais au final, voilà, donc d'où après mon questionnement sur ces 300 symboles, en étant plusieurs praticiens à avoir réfléchi, à s'apercevoir qu'on n'avait pas forcément le même tracé, on a quand même des effets probants, on voit quand même des résultats. Donc voilà, d'où ma question sur est-ce qu'on a besoin d'en avoir 300 ? Voilà, ça, c'est une question. Pour ceux qui sont initiés au Reiki Usui, et si vous avez le Reiki Shambhala, Karuna, etc., et que vous avez tous ces symboles, si vous voulez un jour venir partager avec moi podcast, me répondre à cette question, me dire, moi effectivement, dans les symboles, j'ai découvert blablabla, et puis un petit peu expliquer votre cheminement, ça peut être intéressant, ça peut intéresser ma communauté. Donc n'hésitez pas, si vous m'écoutez, à vous manifester. Quand on enregistre un podcast, sachez que c'est un audio. Moi, je fais des montages après derrière pour enlever tous les les que je fais très souvent. On a toujours des petits tics de langage, des répétitions. Je ne publie pas sans votre accord. Je vous fais d'abord écouter l'enregistrement. Donc, si jamais c'est ça qui vous freine, si vous avez peur, un podcast, c'est pas une émission en direct. C'est vraiment un enregistrement.
Donc après, on peut y apporter des modifications, couper ce qu'il y a à couper si vous ne souhaitez pas en parler, s'il y a des choses que vous avez livrées que vous ne souhaitez pas qu'ils soient diffusées, etc. Enfin voilà, il y a tout ce travail-là derrière. Donc n'hésitez pas parce que j'ai toujours ce questionnement et c'est vrai que partager un petit peu ce point de vue avec quelqu'un qui s'y connaît, ça serait intéressant et je pense que ça pourrait intéresser les auditeurs. Donc si vous avez déjà écouté mon épisode 6 où je vous partageais un petit peu tout ce qu'on apprend sur le premier niveau, le niveau Shoden, vous savez que j'aime bien partager cette journée entre des moments de pratique et des moments théoriques. Parce que c'est vrai que les moments théoriques sont importants, mais ils sont très denses. Donc c'est aussi fractionné avec des moments pratiques où on refait la méditation Gassho, par exemple. On va réciter les 5 principes. Comme je vais vous apprendre les symboles, on va aussi commencer à les tracer. Alors à la fois sur papier, on va les écrire, on va aussi apprendre à les tracer dans la pièce et pourquoi, on va y mettre l'intention, l'énergie, etc. On va aussi pratiquer, vous voyez, il y a toujours ces deux temps. Il y a beaucoup de théorie et beaucoup de pratique aussi. Donc à savoir que pour ce niveau 2, vous recevez 2 harmonisations. Donc ce sont les initiations, le moment où en fait vous recevez l'énergie et où le praticien ouvre un peu plus votre canal pour le niveau. Je ne sais pas comment expliquer mieux ce que je fais sans pour autant vous dire exactement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même ce côté un petit peu entre guillemets on va dire secret, c'est qu'il n'y a que les initiés qui peuvent vraiment comprendre ce qu'on initie. Voilà. Donc vous recevez ces 2 harmonisations, donc ça se fait de façon toujours individuelle. Je procède toujours un par un, donc forcément quand je fais des formations, je forme pas 15 000 personnes parce qu'il me faut 15 000 heures. Donc voilà, c'est techniquement impossible. D'où aussi chercher des formations où c'est pas en amphithéâtre de 200-300 personnes. Ça n'est pas pertinent, vraiment l'initiation, il faut la recevoir soit pour soi-même. C'est toujours ce moment un petit peu, on va dire, privilégié et la personne en même temps est vraiment concentrée sur vous, sur votre énergie et j'ai cette conscience aussi d'entrer dans votre champ énergétique pour vous apporter des choses mais d'y entrer avec respect, vous voyez. Ça aussi, ça peut être des dangers à signaler en énergétique, c'est qu'il y a des personnes qui rentrent dans votre champ énergétique avec violence et qui rentrent de force. Donc à savoir que ça peut arriver, des personnes mal intentionnées comme ça. Donc c'est vrai que vous ne trouverez pas ça chez moi. Moi je rentre avec respect, je suis très humble à ce moment-là parce que voilà, je rentre dans votre champ énergétique et ça va être un moment où on partage. Donc pour moi c'est très important que ce soit bien fait et un peu solennel, vous voyez. Donc faites attention à ces gens qui veulent rentrer dans votre champ énergétique de force. C'est un petit peu, on viole votre espace énergétique comme on viole une personne. Donc vous voyez, il faut pas laisser rentrer des choses comme ça. Donc quand vous avez un doute, quand vous vous sentez pas bien, que vous sentez énergétiquement agressé, faites-vous confiance et partez. Vraiment, fuyez. C'est la meilleure des solutions, meilleure des protections que je peux vous dire. Et c'est un petit peu aussi suivre votre intuition. Quand il y a une personne, même par exemple quand vous êtes, donc je pense notamment aux femmes qui se font souvent suivre et harceler dans le bus, dans la société en général par ces hommes, on sent énergétiquement, vous voyez qu'il y a un problème. Donc appuyez-vous sur cette sensation où vous sentez que là, il y a quelque chose qui est pas clair, pas net et qui vous dit danger. Donc faites-vous confiance à ce moment-là et préférez stopper les choses si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait clair. Même chose si on vous demande d'enlever vos vêtements, de vous déshabiller, si on appose les mains sur vous, etc. C'est pas de l'énergétique. L'énergétique, vous pouvez même avoir 10 couches de pull, 3 doudounes, une couverture encore sur vous, ça passe. On est en énergétique, on n'est pas là pour un massage. C'est une autre pratique, c'est quelque chose de complètement différent. Ça n'a rien à voir avec l'énergétique. Donc voilà, dans ces cas-là, vous allez voir un masseur ou une masseuse, mais vous n'êtes pas dans l'énergétique, c'est un massage. Voilà, il faut recadrer les choses. On n'a pas, en fait, à vous toucher, à vous violer votre espace si vous n'êtes pas OK. Donc voilà, c'est un petit avertissement. Donc sachez que pendant ces harmonisations, pour moi, c'est important que ce soit fait pour chaque personne individuellement. Donc on est tous dans la même pièce. Je prends pas la personne à part non plus. Donc parce que là vous allez me dire, mais attends Stéphanie, tu me dis faut pas aller seule avec une personne et t'es en train de me dire que tu fais... Non mais en fait on est tous ensemble dans la même pièce, mais disons que je vais travailler une personne par une personne. Donc voilà, les autres personnes restent concentrées.
ils restent centrés sur eux, voilà, les yeux fermés, dans leur intériorité, voilà, pour ressentir aussi l'énergie, parce que du coup, on va déployer quand même une énergie dans la pièce et c'est bien à ce moment-là de rester concentré sur ses ressentis. C'est aussi pour ça qu'on fait fermer les yeux. C'est pas seulement parce que c'est secret pour pas que vous voyez tout ce que je fais, tout ce que je trace et ce que je pratique. C'est aussi pour que vous soyez plus dans le ressenti et commencer déjà à étendre ce panel en fait énergétique de ressenti de qu'est-ce que ça provoque chez moi, etc. Si vous êtes en train de voir ce que je fais, vous allez dire ah bah oui, elle est en train de faire ça, donc forcément je suis censée ressentir. Vous voyez, on conscientise les choses, alors que quand on a les yeux fermés, on se concentre plus sur ce champ énergétique, que ça va faire ce que l'on ressent, cette sensibilité, et commencer à sentir un peu plus comment ça se passe. Voilà. Je sais pas si c'est très clair en fait tout ça. Mais c'est vrai que par exemple, si vous êtes danseur et que vous dansez avec votre partenaire, si vous avez les yeux ouverts et que vous regardez ses pieds, forcément vous allez suivre ses pieds un peu mécaniquement, et la danse va être un peu saccadée et justement très mécanique. Alors que quand vous ne regardez pas, si vous regardez les danseurs, ils ne regardent pas les pieds de l'autre, il y a vraiment ce mouvement du corps de l'un avec l'autre, et c'est ce mouvement, c'est cette transmission d'énergie, de balancement qui fait ça crée une harmonie. Si vous voulez, dans l'énergétique, c'est un petit peu pareil. On vous demande en fait de fermer les yeux pendant tout ce protocole pour vous recentrer sur vous, ne pas être parasité avec les autres personnes qui vont être aussi à côté, et en même temps accroître votre sensibilité et voir ce que ça provoque chez vous. Aussi vous permettre en fait cette ouverture intérieure. Voilà, c'est se recentrer sur soi pour s'expanser. Voilà. Si c'est clair, tant mieux. Si c'est pas clair, je ne vois pas comment préciser davantage. Donc, petite prévention sur comment se passent les harmonisations. Vous n'avez pas à être seul face à face avec la personne, sauf si vous choisissez une formation seule à seule, ça c'est sûr. Et on n'a pas à vous déshabiller, voilà, il y a des choses qui ne se font pas, et on vous touche pas non plus, voilà. Le contact n'est pas obligatoire, même quand on place les mains voilà, sur vous, on peut le faire à distance. Et même chose, comme on utilise le souffle, et bien même chose, on vous demande aussi l'autorisation si on peut souffler. Et si vous dites non parce que vous êtes sensible, vous avez peur avec la situation sanitaire qu'on a traversée, etc., on peut le faire sans le souffle. Dans ces cas-là, c'est l'énergéticien qui s'adapte, qui doit s'adapter, et qui du coup va imaginer ce souffle et qui va fonctionner absolument différemment à travers la visualisation, puisque comme je vous le dis, on est en énergétique, donc voilà, toute adaptation est possible. Donc ce n'est pas à vous de vous adapter aux praticiens, c'est aux praticiens aussi d'avoir cette souplesse, de s'adapter à vous, à votre demande, à votre sensibilité, et que tout le monde soit d'accord aussi. Donc même chose, quand vous êtes praticien, si vous avez quelqu'un qui vient s'initier et qui vous dit « Ah si, moi je veux être nu comme un verre parce que je veux ressentir les choses, blablabla », vous avez le droit de dire non aussi, oui, ça marche dans les deux sens. Donc voilà, c'est le petit point humour, ça n'est encore jamais arrivé, mais bon, sait-on jamais. On respecte en fait la sensibilité des deux côtés. Si le praticien, même chose, ne souhaite pas poser les mains en contact direct sur vous, il a tout à fait le droit aussi, et voilà, ça reste de la sensibilité de chacun. En fait, d'être toujours dans ce respect, moi je trouve que c'est hyper important. C'est même le plus important, et en plus d'être dans le... Vous voyez, c'est un peu comme les traditions japonaises. On est dans le respect aussi de cette transmission, de ce que l'on va recevoir. On est dans le respect de ce que l'on transmet, et à qui on le transmet, et comment on le transmet. C'est important de respecter ces transmissions-là. Il y a quand même Mikao Usui Sensei qui nous a transmis des choses. Je trouve que c'est important d'honorer sa mémoire, d'honorer cette énergie, cette belle énergie, et d'être respectueux dans tout ce que l'on fait, et de faire les choses en conscience, de manière juste et avec gratitude. Vous voyez, tout est un petit peu corrélé. C'est vraiment en plus, oui, une façon très japonaise d'avoir ce respect des gens, de ce respect de l'autre, de ne pas rentrer avec intrusion, etc., d'être toujours dans l'accord de tout. C'est vraiment cette philosophie-là, et j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je me reconnais dans cette philosophie du Reiki Usui qui est très japonaise, parce que c'est hyper respectueux, et qu'il y a tout ce rituel, ce processus de gratitude,
de respect à l'autre, de soi, qui je trouve est important. Et donc la base de ce deuxième niveau, donc c'est apprendre ces symboles. Alors pourquoi apprendre ces symboles, ces sons guérisseurs? En fait, c'est tout simplement, c'est pour pouvoir envoyer de l'énergie Reiki à distance. C'est surtout sur ça que se repose en fait le deuxième degré, c'est l'enseignement le plus principal, c'est pouvoir envoyer de l'énergie à distance. Donc encore une fois, il y a tout aussi un travail sur soi qui va s'opérer parce que dans le niveau 1, si vous voulez, vous allez apprendre toutes les bases déjà pour vous protéger, etc. et pour amener en fait un peu une guérison physique. Dans le niveau 2, on creuse un petit peu plus profondément pour amener cette guérison émotionnelle. Vous voyez, on va aller creuser un petit peu plus tout en douceur évidemment, puisque avec le Reiki c'est progressif, c'est au fur et à mesure de la pratique qu'on avance, qu'on déblaye le chemin, mais aller un peu plus en profondeur sur ces blessures qui sont liées aux 5 blessures de l'âme. Donc je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube, cette fois la chaîne de podcast des passeurs d'âme, où je parle des 5 blessures de l'âme. On va aller creuser un petit peu dans ça pour amener cette guérison profonde. Donc ça se fait toujours de manière progressive. C'est pas le jour de l'harmonisation que vous allez tout régler. C'est plus subtil que ça, ça avance progressivement. Même là, je suis en train de vous dire que pour le niveau 1, c'est plutôt une guérison au niveau physique, pour des douleurs, etc., pour soulager tous ces symptômes. Au niveau 2, c'est plus pour creuser émotionnellement. Bien évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça et c'est moins figé avec des barrières. À chaque fois, on enrichit son enseignement, on creuse un peu plus pour aller dans les fondements en fait de ce qu'il y a en nous, parce qu'en fait tout notre potentiel est là et en fait le Reiki nous permet d'atteindre ce potentiel-là. Donc à chaque fois, on avance, on creuse un petit peu plus à l'intérieur. Après, d'un point de vue technique, ce que vous apprenez aussi avec le niveau 2, c'est comment utiliser un cristal de roche, comment utiliser la boîte Reiki, etc. Vous voyez, il y a d'autres petits exercices, d'autres petites techniques que vous allez pouvoir après vous pratiquer chez vous, quotidiennement ou pas. Après, ça, c'est vous qui verrez ça. Mais vous allez apprendre d'autres petites choses, voilà, d'autres petites techniques qui vont vous aider à avancer un petit peu sur votre chemin. Et c'est comme ça, en expérimentant, en faisant des tests, que vous allez pouvoir ce qui vous correspond aussi dans votre pratique. C'est à ce moment-là où vous pouvez développer aussi votre intuition et vous faire confiance. Ça revient à ce que je vous disais pour les exercices de cohérence cardiaque. On les apprend effectivement à travailler le souffle pour le Reiki. Je déteste les exercices de cohérence cardiaque, ça m'énerve plutôt qu'autre chose. Mais pourtant, je suis capable d'avoir des techniques de souffle de Reiki, d'autres techniques de respiration qui, elles, sont plus, on va dire, complexes et pourtant qui me correspondent. Donc voilà, c'est vous en fait qui allez creuser pour voir tous ces petits exercices, les tester, voir ce que ça vous apporte, voir ce que ça fait chez vous, comment vous pouvez les adapter à vous, comment vous pouvez les mettre dans votre pratique, comment vous pouvez les gérer dans votre quotidien. Tout n'est pas obligé d'être fait de A à Z. Je vois quand je reprends en fait dans mes initiations de niveau 1, mes initiations de niveau 2, j'explore davantage toutes les finesses de chaque pratique. J'apprends encore, j'affine, je plonge. Plus en plus on creuse sur ces blessures fondamentales de l'âme et plus on va aller creuser encore davantage dans la petite finesse de cette blessure. On a l'impression que on a tout nettoyé, on a déblayé. En retravaillant dessus, on va voir qu'il y a d'autres problématiques qui s'engrangent. Il y a d'autres points à avoir, il y a d'autres points à aller travailler, il y a d'autres points à aller affiner. Si je prends un exemple pour la confiance en soi, ces barrières, ces protections que l'on met en Reiki, ça va aussi servir à ça. Créer sa bulle de protection, créer son champ énergétique, ça sert aussi à se protéger et à avoir l'estime de soi, la confiance. On est capable de faire ça, donc on est capable de créer sa bulle, on est capable d'être dans son espace, on est capable d'imposer à l'autre de respecter cet espace. Donc finalement, on a confiance en soi, on est capable d'avoir confiance en soi, on est capable de l'exprimer. Vous voyez, tout ça va avoir des liens un petit peu avec ce que vous êtes venu travailler, pourquoi vous êtes venu travailler. À savoir que quand on a une douleur physique, on le voit en fait en énergétique, on peut sentir
les choses avant que ça en vienne jusqu'à la blessure physique. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de travailler en énergétique, parce qu'on peut prévenir de ça. Donc notamment quand on travaille avec soi-même, on se dit ah tiens ici je sens qu'il y a un petit peu ça, tout ça. On n'est pas censé savoir pourquoi on sent ça, pas aussi censé être devin de savoir quelle maladie on va développer avec ça ou quels symptômes physiques, hein. Mais on peut se dire, tiens, je ressens ça, si je travaille sur ce point-là, on peut éviter des choses, vous voyez, on peut amener de la guérison, donc toujours pas dans le sens guérison miraculeuse niveau médecine, hein, c'est plutôt un cheminement profond sur soi-même pour amener à mieux être, à mieux vivre. C'est dans ce sens-là plutôt guérison. Je reprends l'exemple de manquer de confiance en soi. Cette guérison profonde, c'est s'apercevoir qu'on a cette force à l'intérieur de nous. C'est s'apercevoir qu'on est capable, qu'on n'a pas à douter. Ça va nous arriver encore de douter, de se poser des questions, de remettre en question, de se réinterroger. Ça revient toujours. Mais on peut s'apercevoir qu'on a cette force, et quand on s'aperçoit qu'on retombe dans le manque de confiance, on va s'apercevoir au fur et à mesure du processus et de se dire attends, là c'est parce que en fait je suis en train de me poser cette question-là, mais tout simplement c'est parce que j'ai pas confiance. En fait, j'ai pas confiance en ce que je suis capable par rapport à ça. Alors que justement, j'avais travaillé et tout. Donc si j'ai pas confiance, si c'est ce personnage de manque de confiance en moi qui est en train de s'exprimer, qu'est-ce que c'est un personnage égotique? Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer et pourquoi? Vous voyez, il y a tout ce cheminement qui va se faire et on va mieux comprendre ces mécanismes aussi de protection et d'autodéfense, parce que généralement un personnage vient dans ces mécanismes de protection et d'autodéfense, donc c'est ce qu'on appelle, certains appellent ça les croyances limitantes, moi j'aime bien appeler ça les croyances protectrices, parce qu'on se protège de quelque chose, on met en système ces barrières, c'est pour se protéger, c'est tout simplement parce que notre ego il veut nous protéger, il veut tout simplement pas nous faire mourir, il veut pas que ça s'arrête, il est juste là pour ça. Donc du coup, en évoluant avec le temps, on peut se servir de cet ego pour en faire une force et pour être quelqu'un au service de notre guérison. Il nous alerte sur quelque chose, on va aller regarder, on va aller creuser et on va aller nettoyer ça. En plus, ce qui est pratique en énergétique, c'est que tout ne se conscientise pas forcément. Je me suis rendu compte, c'est qu'en travaillant les soins énergétiques sur moi, donc les auto-soins, en faisant les auto-traitements, j'ai avancé au fur et à mesure, mais je me suis pas dit, tiens, alors là, je vais faire 21 jours d'auto-traitement parce que je veux soigner le manque de confiance en moi. Non, j'ai fait confiance tout simplement à l'énergie Reiki et je me suis dit, je fais l'auto-traitement et ça va venir travailler les points à travailler. Et après, plus tard, on peut le conscientiser ou pas, parce que j'ai peut-être pas conscientisé tout ce que j'ai travaillé chez moi, tout ce que j'ai guéri en moi et que je n'ai pas forcément noté, écrit ou que je me suis rendu compte. C'est souvent parce qu'on a une problématique et qu'on est malade qu'on rentre dans l'énergétique. C'est pas parce qu'on rentre dans l'énergétique que ça va provoquer toutes les maladies. Et ça ne veut pas dire que quand on rentre dans l'énergétique, on est exempt de toute maladie. Ça, non, on a aussi notre chemin à faire, notre parcours, et c'est possible d'avoir certaines blessures qui sont tellement internes, tellement profondes qu'on en développe la maladie, mais au moins sachez qu'on a la béquille Reiki Usui pour nous aider à ce moment-là. Vous voyez, il va falloir plutôt le voir dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir un super héros avec des super pouvoirs, mais au moins vous aurez des outils pour vous soutenir, pour engager vos processus, pour garder le moral, pour avancer, parce que c'est vrai que le plus important, c'est de garder cette attitude positive pour la guérison. On le voit, les gens qui guérissent, ils ont un moral d'acier de fou. Donc voilà, au moins vous avez cette béquille-là. Après, évidemment, plus vous allez avancer en énergétique, plus vous allez apprendre de techniques, plus vous allez développer, avoir un panel d'outils, évidemment, meilleure votre béquille sera. Plus vous allez avancer et plus ça va être profond et ça va être solide. Toujours en ayant toutes ces bases. Les bases, c'est le principe. Une fois que vous avez vos fondations, vous pouvez savoir, vous êtes sûr que vous pouvez vous reposer sur vos fondations. Elles sont là. Et ça aussi, ça fait partie de l'estime de soi et de la confiance. Parce qu'en fait, elles sont là à l'intérieur. Mais là, vous allez juste vous en rendre compte, les conscientiser, les amener à votre conscience et vous dire « Ah oui, c'est là, c'est solide, donc je peux y aller. » Et après, effectivement, vous êtes
plus à même de traverser des choses qui peuvent être vécues avec adversité pour certains, de manière plus douce. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir le Reiki, comment vous allez cheminer avec cette énergie. Donc à savoir qu'entre le niveau 1 et le niveau 2, il faut laisser au moins 3 mois le temps d'intégrer cette énergie. Donc entre le niveau 1 et le niveau 2, il faut au moins ces 3 mois de latence pour pouvoir travailler sur soi. Donc vous pouvez le faire le niveau 2 direct après au bout de ces 3 mois. C'est ce que j'ai fait et je peux vous dire que du coup c'est remuant. Hein, c'est secouant, mais apparemment j'aime bien être remué et secoué. Hein. Je viens de conscientiser les choses là pour mes 41 ans donc, que j'aime bien en fait ce challenge énergétique. Donc souvent, quand je suis en challenge énergétique, ma vie semble être un petit peu, si vous voulez, dans la matière un peu en pause. Et à l'intérieur, il y a tout ce mouvement énergétique qui se fait et ça pulse et c'est remuant, c'est secouant. Donc les gens à l'extérieur ont du mal à comprendre pourquoi je suis fatiguée, pourquoi je suis autant challengée puisque ma vie est plutôt calme autour. Mais parce que voilà, on est dans des processus internes. Donc vous voyez, ça va remuer, ça va secouer. Donc on n'est pas obligé de le voir toujours dans la matière et c'est bien d'avoir... Moi je profite de ces temps de pause dans la matière pour venir challenger à l'intérieur énergétiquement, pour venir secouer, venir bouger les choses. Parce que quand on fait les deux et que ça bouge dans la matière et que ça bouge énergétiquement, c'est encore plus challengeant. Donc j'aime bien ces temps de pause dans la matière pour pouvoir venir challenger dans l'énergétique. Je trouve que c'est intéressant. Et puis faire des pauses dans l'énergétique quand c'est challengeant dans la matière, ou alors utiliser l'énergétique en béquille quand c'est challengeant dans la matière. Vous voyez, après, ça dépend un petit peu de chacun, comment vous allez fonctionner. Mais voilà, je vois un petit peu les choses comme ça. Donc les initiations niveau 1 et 2, oui, il faut laisser un petit laps de temps, le temps d'avancer et pour le temps d'intégrer tout ce qu'il y a à intégrer et laisser le processus faire, sachant que derrière vous avez encore 21 jours d'autotraitement. Hein, c'est important de repratiquer ça avec ce que vous avez appris et vous allez pouvoir en plus faire des techniques de méditation avec vos symboles, vos sons, vos kotodama, etc. Enfin, tout ça, ça va être super intéressant, ça va vous faire monter en énergie, en taux vibratoire, faire résonner les sons à l'intérieur. C'est toujours une technique super intéressante, que vous soyez initié d'ailleurs au Reiki ou pas. Je vous invite à réciter les kotodama pour les chakras, de les faire résonner à l'intérieur de vous. Vous savez, c'est l'âme, vam, etc. C'est tous ces sons-là. Je vous invite à les faire réciter et puis jusqu'au Om, jusque celui le plus élevé. Donc tout ça, c'est ce que je vous enseigne en fait dans le niveau 2. Je me suis surtout centrée sur les kotodama et je vous ai préparé justement pas mal d'enregistrements audio pour pouvoir travailler la résonance de ces sons, comment vous pouvez aussi débloquer la résonance de ces sons, parce que quand on a un petit peu peur de s'exprimer à l'oral devant tout le monde, c'est pas forcément facile de réciter un mantra, un kotodama comme ça, un son devant tout le monde. Vous savez, quand on fait de la méditation transcendantale, il y a ces sons. Parfois ça peut être intimidant d'oser prendre la parole devant les autres. Donc en fait, je vous ai préparé pas mal d'audio d'enregistrement pour entraîner votre voix et vous impulser cette confiance pour pouvoir prendre confiance à libérer votre parole, libérer ces sons. Donc voilà, je me suis attelée surtout sur ça, sur ces sons guérisseurs, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus marquant, de plus important dans ce niveau 2, sans oublier l'importance de l'utilisation du cristal de roche, la boîte Reiki, etc., de toutes ces petites techniques. Mais si vous voulez, le plus gros du travail, ça reste ces kotodama et ces symboles. Voilà, plutôt à maîtriser toute cette nouvelle énergie, cette nouvelle impulsion et ce que ça va provoquer encore comme changement interne chez soi. Donc si j'avais quand même encore un conseil à vous donner pour ce niveau 1 et ce niveau 2 de Reiki, pour passer niveau Shoden et Okuden, ça serait de le passer quand même dans la même année.
voyez. J'ai préparé là mon accompagnement pour les femmes donc qui sortent d'une relation difficile, douloureuse, hein, les anciennes victimes de violences conjugales, sur un petit peu ces techniques de Reiki Usui. Donc c'est principalement cette énergie que j'utilise. Et effectivement, je conseille pour entamer tous ces processus de changement d'enchaîner niveau 1, 2 dans la même année, de pas attendre, si vous voulez, 2-3 ans pour le faire, parce que les deux niveaux sont assez remuants, challengeants, donc il faut se laisser de l'espace et du temps pour pratiquer les deux. Mais en même temps, c'est bien de le faire dans la même année pour garder cette impulsion de ce que vous allez travailler, parce que quand vous allez passer niveau 1 et 2, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé après de passer niveau 3, niveau maître et après niveau enseignant. Là c'est encore autre chose et c'est pour vous amener à autre chose, c'est dans le but plutôt d'être après dans une transmission. Alors que le niveau 1 et 2, c'est vraiment pour entamer vos changements sur vous, et plus vite vous avez toutes ces bases et toutes ces techniques, et mieux vous pouvez les développer ensuite. Donc si vous voulez, quand vous passez le niveau 1 et 2 dans la même année, c'est très bien, ne pas attendre de trop longtemps non plus. Et après par contre, vous laissez du temps pour travailler toutes ces techniques, toute cette énergie pour vous entamer les changements et avancer sur votre cheminement, et pourquoi pas ensuite vous lancer dans le niveau maître et enseignant par la suite. Mais c'est important de faire, je trouve, les deux niveaux ensemble dans la même année, c'est plutôt intéressant. Après, si vous aimez être challengé, faites-les dans les 3 mois qui suivent, c'est très bien. Et surtout, à retenir, c'est que c'est de la pratique, et beaucoup de pratique, de la régularité et de l'entraînement qui fait que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. Si bien évidemment vous vous formez mais que vous ne pratiquez pas, il ne se passera rien, hein, concrètement. C'est aussi bête que ça, hein. C'est en forgeant que nous devenons forgerons. Donc plus vous allez pratiquer, plus vous allez avancer, plus vous allez affiner votre technique, plus vous allez affiner vos impressions, vos intuitions, plus vous allez avoir des affinités sur certaines techniques et pas d'autres, plus vous allez mieux comprendre vos processus, votre cheminement interne, etc. Plus vous allez améliorer votre qualité de vie, vous allez mieux vous comprendre, vous allez mieux savoir ce qui vous correspond à vous, vous allez reprendre confiance, vous allez reprendre les rênes, vous allez retrouver votre souveraineté, votre pouvoir intérieur, vous allez amener tous ces changements-là, mais seulement si vous impulsez ces changements-là. Si vous ne faites rien sur vous, il ne se passera rien. Il faut être franc, hein. C'est pas des pouvoirs magiques qui tombent du ciel et qui vous transforment du jour au lendemain. C'est pas ça, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais une fois que vous êtes engagé sur le chemin, vous allez voir que ça avance quand même assez vite. Si vous êtes régulier dans votre pratique, si vous êtes assidu, si vous êtes consciencieux, si vous êtes dans ce respect aussi de cette transmission, de ce que l'on vous a donné, ça va impulser forcément plus de changements que si vous en avez rien à faire. Oui, c'est un peu ça, hein. En même temps, il ne faut pas hésiter, quand vous avez votre maître enseignant, à lui poser toutes les questions qui vous traversent, à lui expliquer vos problématiques, vos blocages. À partir du moment où je vous ai initié, moi je continue à vous suivre, hein, je vous lâche pas comme ça dans la nature, voilà, t'as payé ton week-end, salut, ciao. Non, si vous avez besoin de me contacter, je reste toujours joignable, hein, bien évidemment, je réponds dans les capacités de ce que je sais, tout simplement. Et de ce que je peux vous répondre, de ce que je peux vous apporter avec forcément mon expérience, ma sensibilité et mes croyances aussi, hein. Donc n'hésitez pas à questionner et à interroger. Si jamais vous entendez votre maître enseignant à partir du moment où vous venez questionner, bousculer des croyances, amener des changements, vous dire on arrête là, vous n'êtes pas digne. Ça c'est une fausse réponse. Tout le monde est digne, tout le monde est capable. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de personne qui surpasse une autre pour y arriver. Tout le monde peut entamer ses processus, ses changements internes, voilà, c'est sans limite. Après, chacun traverse ses processus et ses changements internes. Donc peut-être que je n'aurai pas les réponses à toutes vos questions, à tous vos questionnements, à vos interrogations, là où vous en êtes, mais je peux vous apporter un regard pour aller regarder en profondeur, pour essayer de travailler avec vos techniques Reiki, pour voir quel changement ça va apporter, comment ça peut bousculer, etc. Peut-être que vous aussi, vous allez m'apporter des changements justement dans votre questionnement. Vous allez arriver en disant « Mais tiens, Stéphanie, j'ai remarqué ça, moi aussi, je vais expérimenter de mon côté. » On va se questionner, on va s'interroger, on va remettre en question, on va remettre en cause, on va
s'interroger sur nos propres croyances, sur les croyances que l'on partage ou non, etc. Il y a vraiment ce partenariat. Je ne suis pas plus avancée que vous, je ne détiens pas un savoir supérieur, je détiens des techniques que vous ne connaissez pas encore, mais je ne suis supérieure en rien. Vous voyez, il faut qu'on se mette tous au même niveau et rester humble, avoir le respect de celui qui transmet, mais avoir aussi le respect de celui qui reçoit. Vous n'êtes pas des moins que rien, hein. Vous ne venez pas avec votre problématique, vous êtes nul, vous servez à rien, et moi je vais tout transformer, je vais changer, je suis magicienne, et c'est merveilleux, et c'est le monde des bisounours, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, je vous explique bien l'inverse. On continue à rester des humains, on continue à traverser des périodes difficiles, mais on est tous là pour travailler ensemble et se soutenir. C'est pour ça que je crée d'ailleurs un groupe Facebook pour qu'on puisse continuer à échanger les uns avec les autres, avoir du lien et du contact pour pouvoir questionner et s'interroger tous ensemble, voir les mécanismes qui se mettent en place, quelles sont nos croyances et voir que d'autres personnes ne pensent pas comme nous, ce qui peut amener à renforcer notre croyance ou amener des changements, vous voyez. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur tout. Je vous donne un point de vue, une façon de regarder les choses, mais après ça va être à vous de creuser vos vérités, de voir où sont vos valeurs, de voir où sont vos limites et de les poser. C'est plutôt dans ce sens-là que je veux vous amener à travailler sur vous, hein. Je vous demande pas de croire à 100% à tout ce que je dis, à tout ce que je fais, à tout ce que je pratique, sans jamais remettre en cause. Bon, forcément, si vous venez en disant le Reiki c'est nul, je veux m'initier mais je sais que ça sert à rien, bon là je vais vous dire peut-être que vous ne devez pas apprendre à utiliser le Reiki. Faut quand même avoir un minimum d'ouverture aussi, hein. Faut pas être complètement fermé, réfractaire en se disant tout de suite c'est nul, ça sert à rien. Si c'est nul, ça sert à rien, ne faites pas la formation, hein. Autant être très très clair dessus, mais si vous êtes prêt à entamer les changements, sachez que quand vous allez entamer les changements, ça va changer. Ça c'est sûr. Ça j'en suis persuadée. Vous ne serez pas au même point avant le week-end que vous allez passer, après le week-end que vous avez passé, et après les 21 jours d'autotraitement, il va y avoir une évolution. Il va y avoir des changements, ça j'en suis absolument persuadée, qui soient pas forcément, on va dire, pour le meilleur tout de suite dans la matière. Parce que quand vous allez être secoué, vous allez vous dire mais attends, mais là je suis en train de me torturer l'esprit à chercher le pourquoi du comment machin, je suis pas en train de me faire du bien. Oui, mais c'est un processus de guérison, parfois il faut aller dans nos ombres pour pouvoir aller vers la lumière, hein. Donc on va faire tout ça dans le Reiki. C'est pour ça que quand ceux qui apprennent sont dans cette phase un petit peu d'aller creuser dans l'ombre, ils sont un petit peu perturbés, c'est à ça que sert aussi le maître enseignant, de rassurer, de dire c'est normal, tu es dans un processus de changement, de guérison. Ça va secouer, ça secoue. C'est normal. Il est aussi là pour vous apporter ce regard sur votre problématique là actuelle, ce que vous êtes en train de traverser, et vous aider. Il vous accompagne, on vous accompagne tout du long, hein. On ne peut pas vous laisser tomber comme ça du jour au lendemain en disant bah toi t'as rien compris, t'es pas digne. Ça c'est pas entendable. Je trouve que c'est pas possible de dire des choses comme ça à ceux qui viennent apprendre et ceux qui veulent avancer et cheminer. On accompagne. Après, le processus peut être plus long que d'autres. Il faut aussi ne pas se comparer aux autres. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir avancé, cheminé, bah voilà, j'ai fait les 21 jours d'autres traitements, ça y est, c'est tout calme, c'est tout beau, c'est tout merveilleux, j'ai réussi à dépasser tous mes blocages. Attention aussi au monde des illusions dans lequel on peut s'enfermer en se disant ça y est, tout est beau, je suis dans ma petite bulle. Attention à ça aussi. Ne pas se comparer aux personnes qui vont avancer plus vite, ou aux personnes qui vont avancer moins vite en se disant ah bah moi je suis meilleure parce que moi j'ai réussi alors que l'autre il est encore là, quoi. Vous voyez, on se compare pas, on s'entraide. Chacun va avancer dans ses processus, à sa vitesse, dans ce qu'il a à travailler. On n'a pas tous les mêmes blessures de l'âme, on n'a pas tous les mêmes problématiques, on n'a pas tous le même vécu, et quand bien même on vit un même événement, il ne nous impacte pas de la même manière. Par exemple, j'avais cette croyance, que j'ai toujours d'ailleurs, que toutes les femmes subissent forcément à un moment donné de leur vie une violence faite par les hommes. Peu importe à quel moment de leur vie, j'ai l'impression qu'aucune femme ne peut traverser sa vie sans recevoir en pleine tête cette violence. Donc ça c'est ma croyance.
Donc je l'avais partagé et une autre femme m'a dit « Ah non, absolument pas, moi il ne m'est jamais rien arrivé de violent, tu vois, ma vie ça a toujours été tranquille, pépère, je n'ai jamais reçu de cette violence que tu crois. » Donc je me dis « Ah bah ouais, effectivement, alors j'ai vraiment cette croyance-là, et parce que j'ai ces croyances-là, je ne croise que des personnes qui renforcent cette croyance-là. » Donc là, pour une fois, c'était intéressant parce que je me retrouvais confrontée à un autre point de vue. Et plus tard dans la conversation, cette personne m'a expliqué voilà, qu'à un moment, elle avait subi avec un homme et tout ça, qu'il avait forcé sexuellement, etc. Et là, je me dis, mais ça pour moi, c'est des violences. Pour moi, quand on force quelqu'un, c'est une violence. Et en fait, la personne n'a pas du tout traversé ça sous forme de violence. C'était juste un événement. Donc vous voyez, on n'a pas forcément tous la même sensibilité par rapport à des événements selon notre croyance et notre passé. Donc il ne faut pas se comparer aux autres. On peut se baser sur notre expérience pour aider les autres, mais on n'est pas à la place de l'autre. On ne sait pas comment il le traverse, on ne sait pas comment il le vit. On a l'expérience du vécu, mais en même temps, il faut se détacher pour pas se transposer. C'est tout le travail en fait de l'énergéticien que vous avez en face de vous. C'est tout son travail, c'est de pouvoir vous aider, de vous aider à traverser l'événement que vous êtes en train de passer, qu'il a peut-être traversé lui aussi et qui peut du coup comprendre, mais sans pour autant transposer sa vie sur la vôtre. Vous voyez, c'est tout ce travail-là qu'il y a à faire dans le processus d'accompagnement. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller voir www.zenome.fr. Si ça vous intéresse de vous former au Reiki Usui, au triangle d'or et aux autres soins énergétiques que je pratique avec Anubis, avec les 4 éléments, etc., n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Vous trouvez toutes les informations là en dessous dans la description et vous pouvez aussi cliquer sur les liens qu'il y a sur mon site et un petit peu partout sur mes réseaux sociaux. Donc cherchez-moi plutôt sur Stéphanie Zenome. Mais à savoir que j'ai aussi Stéphanie Jasny, j'ai aussi ma fiche Google My Business. Vous pouvez aussi me retrouver là. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'ai pas trop approfondi en fait sur vraiment chaque point, chaque détail, un petit peu de la journée type, de ce qui se passe dans le week-end. Comme ça vous laisse la surprise de découvrir. Mais voilà, vous savez qu'il y a à la fois de la théorie, à la fois de la pratique, et que nous avons vraiment besoin de ce week-end entier pour travailler tout ça. Et qu'ensuite vous avez vos 21 jours d'auto-traitement, et que je suis toujours là pour vous accompagner dans tout ce processus de changement et de transformation que je vous souhaite pour tous vraiment le meilleur possible, le plus calme, le plus serein, même si parfois c'est challengeant, quand même le plus serein possible pour vous et que ça vous apporte vraiment cette réelle transformation pour mieux vivre, mieux être, pour votre bien-être en général. Donc je vous dis à très vite dans le prochain épisode et je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt!